Bien. Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être à l'heure, d'être ponctuel, c'est important. On a un timing, un tempo très très serré cet après-midi, donc je compte sur vous pour être très disciplinés. Je voulais, avant que nous commencions, vous rappeler que nous sommes 173 présents et que nous avons 704 pouvoirs, donc 877 personnes présentes et représentées. Je vous rappelle que les statuts ne prévoient pas de quorum pour tenir une assemblée générale, donc nous avons toute la capacité à délibérer. Je voulais aussi vous indiquer que Olivier, il est caché dans le petit coin là-bas, Olivier Denoux m'aidera, il sera scrutateur sur les votes s'il y avait nécessité de recompter les voix. Et Maude Lelièvre, est-ce qu'elle est là, Maude? Je ne la vois pas, elle va arriver, qui est secrétaire générale adjointe. Je voulais lui demander d'être la deuxième scrutatrice. On lui rappellera son rôle quand elle arrivera. Alors, on commence tout de suite. Bien sûr, vous savez que ce moment statutaire est l'occasion de se redonner une vision d'ensemble, à nous-mêmes d'ailleurs, parce que parfois au conseil d'administration, ça nous est utile, et à vous aussi, bien sûr, de toutes nos activités. Et on commence donc par le rapport moral présenté par le président Alain Bougrain-Dubourg. Bien. Comme ça se passait... T'as le retour? Voilà. J'ai oublié, pardon, Alain, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose. Important, parce que sans le conseil d'administration, l'association serait un peu nue. Alors, vous avez donc les visages du conseil d'administration. Je voulais vous rappeler que dans le rapport d'activité qui vous a été remis à la page 24 et 25, vous avez le nom de toutes les personnes figurant au conseil d'administration qui ont travaillé cette année avec 4 conseils d'administration dans l'année et 17 bureaux, je regarde Yves, quelque chose comme ça. Donc, nous avons mené quand même un grand nombre de réunions. Alors on passe tout de suite au rapport moral avec le président. Alors comme le rapport moral porte sur 2016 et que c'est derrière nous, je vous autorise à faire une petite sieste pendant que je vais satisfaire à l'obligation qui m'incombe. Il me revient en effet en tant que président de vous présenter le rapport moral, un exercice doublement difficile parce qu'il me faut surtout parler de l'année 2016 alors qu'il s'est passé, et il se passe encore, tant de choses en ce moment. Vous me permettrez quand même donc de déborder un peu sur 2017. Ensuite, parce que je dois éviter de détailler nos actions, le rapport d'activité qui vous sera présenté par Yves Verliac dans un moment le fera davantage. Je soulignerai donc quelques actions majeures de la LPO et l'actualité concernant la biodiversité en 2016. À Saumur, lors du rapport d'activité morale, j'avais qualifié l'année 2015 de schizophrène pour dire combien jamais la préoccupation environnementale n'avait semblé aussi présente sur le papier, mais jamais en même temps nous n'avions vécu une telle remise en cause des acquis de la protection de la nature. L'année 2016 s'est inscrite dans la même veine. Jamais on n'a autant parlé de protection de la nature, notamment à l'occasion de l'examen du projet de loi biodiversité, et jamais depuis les années 70, nous n'avons subi autant d'attaques et de remises en cause de l'intérêt général que nous défendons. Les loups, les vautours, les cormorans, les ours, les oies, et j'en passe, n'avaient qu'à bien se tenir. Dès la fin janvier, répondant à une question de l'opposition sur ses intentions quant aux dates de fermeture de la chasse, Ségolène Royal, alors ministre en charge de l'Environnement, répondait qu'elle allait, je cite globalement de mémoire, ne pas prendre un arrêté car il serait illégal et cassé, mais plutôt prendre des mesures de bon sens des 2 dernières années, à savoir donner des consignes pour que les chasseurs ne soient pas verbalisés jusqu'au 10 février. Et elle a dit ça en plein cœur de la démocratie française, à savoir l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je prends cet exemple pour dire combien la LPO est libre et ne se laisse pas impressionner par les pouvoirs en place, quels qu'ils soient. Dans un premier temps, nous avons attaqué cette annonce publique comme une décision et obtenu sa suspension immédiate en référé
devant le Conseil d'État. Ensuite, nous n'avons pas hésité à poursuivre la ministre devant la Cour de justice de la République, une cour spécialement réservée aux ministres notamment. Certes, nous avons appris il y a 2 mois, ça je ne voulais pas le dire, mais Yves m'a dit « si, il faut que tu le dises quand même ». Bon, certes, nous avons appris il y a 2 mois qu'elle ne serait pas poursuivie, mais je vous assure que ce recours a eu de l'effet. Et c'est vrai que la ministre m'a immédiatement appelé en dénonçant un malentendu. Alors, je voudrais vous expliquer quand même pourquoi il n'y a pas eu de suite. C'est que le braconnage relève du pénal et la Cour de justice ne traite pas du pénal. Voilà. À travers cet exemple, je voudrais vous dire que ce qui fait la force de la LPO, de sa détermination, c'est une combinaison d'éléments capitalisés au fil des longues années d'expérience, ce qui nous a permis d'obtenir l'arrêt de la chasse fin janvier. C'est un réseau naturaliste militant, gestionnaire de zones humides implantées localement, qui connaissent les pratiques et nous informent de ce qui se passe réellement sur le terrain. Des scientifiques également qui fournissent les données et évolutions au fil des ans, des professionnels compétents, en l'occurrence des juristes au sein même de la LPO qui maîtrisent parfaitement les procédures. Une indépendance financière encore renforcée cette année. Notre trésorier vous en dira un mot dans un instant, mais je dois saluer les premiers résultats concrets de notre investissement dans la collecte de rue, les niveaux records de la boutique également, et une année exceptionnelle en termes de legs. Je m'arrête juste une seconde pour la collecte de rue. On avait décidé en conseil d'administration d'initier cette démarche. Simplement, il faut amorcer la pompe et il faut mettre beaucoup d'argent au départ. Eh bien, il n'y a pas un centime qui est issu soit d'une adhésion, soit d'un don, soit d'un leg, soit d'un budget qui devrait aller à la protection de la nature et de la faune, qui a été utilisé pour cette démarche. Nous avons emprunté pour ce faire et nous avons remboursé l'emprunt et aujourd'hui on en a les résultats. Je voudrais souligner à travers cette démarche l'éthique de la LPO. Un pouvoir d'influence et une audience au niveau national avec une oreille attentive de la part des médias et un certain respect de la part des élus qui se concrétise chaque année davantage, on l'a vu notamment ce matin. Il ne nous manque presque rien. Ce presque rien sont des dizaines, voire des milliers d'adhérents de plus. En 2016, ça a été un bon cru puisque nous avons enfin regagné des adhérents après plusieurs années de stagnation, voire de baisse, passant de 42 000 à plus de 45 000 membres. C'est sans doute l'un des principaux chantiers à venir. Plus nous serons nombreux, plus nous serons entendus, plus nous serons efficaces, plus la nature sera protégée. C'est une véritable révolution qu'il nous faut faire, un changement de paradigme, des moyens à investir sans doute aussi, et nos statuts à revisiter, ce que nous allons faire. Des statuts qui sont en cours de réécriture, ne serait-ce que pour permettre la création des 2 nouvelles délégations régionales LPO, l'une en Île-de-France, je vous en ai parlé ce matin, par l'intégration du CORIF. Je salue son président, Frédéric Mahler, qui est dans la salle. On t'a applaudi ce matin, ça suffira pour la journée. Mais tu veux un petit coup? Allez, on l'applaudit. Hein, ça fait du bien. T'as eu raison de venir. Voilà. Et il est candidat à un poste d'administrateur pour rejoindre la LPO. Et puis l'autre en Nouvelle-Aquitaine par l'intégration des LPO Aquitaine, Vienne, Corrèze et la CEPOL en Limousin. Je salue Philippe Hubert, président de la CEPOL, qui mérite lui aussi à nouveau. Tu es où, Philippe? Hubert. Philippe Hubert, il est où? Je ne l'ai pas vu. Ah, pardon, je ne te voyais pas. Voilà. Voilà, ce travail a été considérable et il s'est quand même appuyé sur une belle dose de confiance qui nous a permis d'avancer. Des dizaines de réunions, de l'intelligence collective, de l'écoute. Vraiment, je voudrais remercier les présidents des associations concernées, leurs collègues qui se sont impliqués. Michel Cramois,
qui a vraiment fait un travail remarquable, et nos équipes respectives. Le travail se poursuit en 2017 pour une opérationnalité, je ne sais pas si ça se dit, au 1er janvier 2018. Mais déjà, que de chemin parcouru. Je vous demande de saluer cette initiative. Pour revenir à 2017, nous n'oublierons pas combien le projet de loi biodiversité nous a demandé d'investissement et de conviction. La LPO n'a franchement pas démérité. Elle a pleinement tenu son rôle aux côtés des autres grandes associations. Nous pouvons même nous enorgueillir d'avoir joué un rôle très important dans l'interdiction des néonicotinoïdes. Nous avons empêché plusieurs régressions, obtenu des avancées comme la reconnaissance du label Ramsar, cher Achille Mété, pour les zones humides, pour ne citer que lui. De grandes causes étaient déjà malheureusement perdues d'avance, de façon honteuse. Vraiment, ce début du XXIe siècle, je pense aux pratiques monstrueuses de piégeage à la glu, de la chasse aux mammifères en période de dépendance, de la reconnaissance de la sensibilité de l'animal sauvage. Ça pourrait changer dans les années et même dans les mois à venir, cette reconnaissance de l'animal sauvage. En tout cas, le président de la République s'y est engagé. Les interventions de certains députés étaient du reste dignes des brefs de comptoir. Et d'ailleurs, notre directeur général en a fait un bêtisier, autant de démonstrations de la schizophrénie dont je vous parlais de notre pays dans une démarche d'intérêt général, comme nous le disons souvent dans cette enceinte. 2016 aura aussi vu des avancées sérieuses dans notre combat contre le braconnage dans les Landes, aboutissant à 2 audiences publiques en novembre 2016 et février 2017, où les braconniers ont dû répondre de leurs actes et, après un travail de plusieurs années, la poursuite de la France devant la Cour européenne de justice. Ne vendons pas la peau de l'ours, car nous ne voulons pas le tuer, tout bêtement, mais le nombre de sites de piégeage des ortolans est en très forte diminution. Notre problème maintenant est le piégeage des pinsons fin octobre, début novembre, sous couvert de piégeage des alouettes. Nous allons cette année ouvrir un nouveau front en PACA pour dénoncer la pratique de la glu. Puisque j'évoque les dossiers juridiques, je ne peux pas oublier cette belle victoire également que fut en 2016 le procès de Donges. Vous vous rappelez la pollution de l'estuaire de la Loire par Total. Eh bien, c'est le résultat de 10 ans de combat et la reconnaissance du préjudice écologique qui a permis de gagner une nouvelle fois ce procès. Des dossiers de portée internationale m'amène à vous parler de la place de la LPO dans la famille BirdLife. Nous avons en 2016, je resalue son directeur, ah non, c'est pas lui, lui c'est les RSPB. Moi, je suis prêt à saluer. Nous avons en 2016 augmenté notre investissement à l'international et en Europe en participant à des réunions de BirdLife, en allant au Bird Fair, par nos rencontres bilatérales avec nos homologues de la RSPB ou de la SEO, pour ne citer que, en mobilisant les Français et Françaises sur les grandes campagnes européennes, en sollicitant les députés européens pour des interventions ponctuelles. J'étais par exemple présent à la COP13 à Cancun, au Mexique, en décembre 2016. Et je peux vous dire que nos efforts se traduisent en termes de lisibilité à l'international. J'étais franchement très fier de voir que la LPO était reconnue dans son action au niveau international. Et puis même si c'était en janvier 2017, vous avez été nombreux à apprécier les interventions de Patricia Zurita, directrice de BirdLife International, et d'Angelo Caserta, directeur de BirdLife Europe, à notre congrès national. Je suis vraiment tenté de vous parler de nos actions dans les domaines de la connaissance, la protection, le succès des dossiers LIFE, l'éducation, les centres de sauvegarde, les éditions, les retours médias, mais encore une fois, je suis contraint par le temps. Je vais donc revenir à des sujets plus transversaux en me limitant à 5 points majeurs de l'année 2016. Vous me direz, c'est déjà pas mal, 5 points.
Nos relations avec FNE, le congrès 2016, le plan stratégique et la création du Conseil scientifique et technique. Nos relations avec FNE, n'étant pas satisfaits depuis plusieurs années du fonctionnement de FNE vis-à-vis des grandes associations nationales, le CA de la LPO, en janvier 2016, a posé les conditions du maintien de la LPO comme adhérente et a proposé la constitution d'un groupe de travail mixte LPO-FNE chargé d'identifier les difficultés et d'envisager les réponses possibles. Ce comité de pilotage a travaillé 3 mois et je remercie Marie-Paul de Tiersan d'avoir bien voulu s'y impliquer. Faute d'obtenir des réponses et des débuts de solutions aux questions posées, le CA du mois d'avril a confirmé le retrait de la LPO de FNE. Mais je tiens à vous dire, et c'est très important, que nous continuons à travailler, évidemment, toujours avec FNE, et peut-être même mieux qu'avant, à travers des recours juridiques que nous avons faits en commun, des courriers communs, des communiqués de presse, que sais-je encore. Avec moins de frustration, nous ne sommes pas fâchés avec FNE, mais on ne peut pas réellement dire que nous sommes sortis de FNE, puisque nous n'y avons jamais eu la place attribuée, ni au CA, ni au bureau, et nous serions prêts à adhérer à nouveau à FNE si cette dernière s'organise pour s'adapter aux grandes associations nationales comme la LPO. Dans la même ligne d'idées, la LPO a initié, en réponse à cette situation, une sorte de club des associations nationales de protection de la nature. C'est une très très belle initiative que nous avons prise, et là encore, ça relève de la crédibilité de la LPO, puisque nous ont rejoint, outre la LPO, France Nature Environnement, la NPCN, l'ASPAS, FERUS, FNH, HEB, le WWF, l'OPIE, SFDE, le droit à l'environnement, SHF, SFEPM, SNPN, Surfrider. Voilà. Toutes ces associations sont rentrées dans un club informel que nous avons initié, que nous portons. Nous nous réunissons 2 à 3 fois par an, en principe, mais beaucoup plus, puisqu'on a initié ça quasiment quand... il y a à peine 1 an, oui. Et on a déjà eu plus de 3 réunions, et on en est à 4. Voilà. Entre présidents et présidentes, directeurs et directrices, pour partager les informations, élaborer des stratégies communes, préparer des rendez-vous importants, notamment avec les ministres, le Premier ministre, etc. Ces rencontres régulières répondaient à un véritable besoin. Le congrès 2016, le congrès de l'année... Juste derrière toi, Alain, excuse-moi, je voulais juste expliquer l'image. C'est-à-dire que Nicolas Hulot, qui venait d'être nommé le jour même, est venu nous dire bonjour dans cette réunion inter-ONG. C'était le sens de l'image qui était derrière. Ah oui, je n'ai pas vu. Voilà. Très sympathique, on a beaucoup apprécié. Oui, le soir même, où il le remettait, où il rentrait au ministère, effectivement. Le congrès 2016, l'année dernière, était une sorte de ballon d'essai, un test. Pierre Maigre, notre ancien délégué national, peut en témoigner. L'idée de départ était de regrouper sur 2 jours un conseil national et l'Assemblée générale. Cette première édition, avec la présence de 5 ministres pour célébrer le 40e anniversaire de la loi du 10 juillet 1976, fut un véritable succès. Et nous allons donc adopter cette formule, je pense, j'en ai dit un mot en ouverture, car elle permet de créer des dynamiques plus fortes entre les adhérents et les salariés de la LPO France et les représentants des LPO locales. Grâce aux présentations, échanges et discussions, nous entretenons cette culture commune de la maison LPO à laquelle nous sommes tous, je crois, très attachés. Le plan stratégique, dès la fin 2015, notre conseil d'administration a décidé de préparer le futur plan pour la période 2017-2021, de le faire en interne, de veiller à sa cohérence avec la stratégie de BirdLife et de proposer à toutes les associations locales LPO qui le souhaitaient de le construire avec la LPO France. Cette réalisation a demandé un travail considérable pour les équipes et les élus en 2016,
avec un conseil national qui lui était spécialement dédié en janvier 2017. Le plan stratégique a été adopté par le CA du mois d'avril dernier et va nous servir désormais de guide pour initier les actions pour les 5 prochaines années. Et puis enfin, je vous l'ai dit, la création du Conseil scientifique et technique, nous y réfléchissions depuis des années. Et je dois avouer, je n'étais pas personnellement très favorable. Pourquoi tu m'as fait écrire ça, Yves ? Bon, c'est pas faux, je n'étais pas très favorable, ou plutôt j'étais inquiet. J'avais peur que les scientifiques prennent la main sur voilà, notre engagement militant. Eh bien, j'avais tort. Pourquoi tu m'as fait écrire ça ? Franchement, c'est pas gentil. Bon, un petit groupe d'administrateurs, merci en particulier à Olivier Le Gall et François Le Tourneux, a été missionné par l'ECA d'octobre 2015 pour réfléchir aux conditions de sa mise en place. Et l'ECA d'avril 2016, on a validé la création, la composition et le fonctionnement. Patrick Griave de la Tour du Valat a été élu président. Merci à lui d'avoir accepté cette charge. On l'applaudit. Il est là. Il est où, Patrick ? Merci, Patrick. Je ne peux décemment pas finir ce rapport moral sans vous parler des présidentielles en début d'année. D'abord pour vous dire que la LPO a fait un énorme travail à cette occasion sur la base d'un constat documenté de l'érosion de la biodiversité et de l'identification de ses causes. Les candidats ont été invités à répondre à 36 questions proposées par la LPO, notamment sur les propositions concrètes non intégrées à la loi biodiversité. Presque tous ont répondu, y compris le candidat Macron, qui s'est engagé à abolir l'usage du plomb, mais aussi à accepter la révision des espèces chassables en mauvais état de conservation. J'ai eu l'occasion de rappeler les engagements du président de la République au ministre en charge de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Pour conclure, à l'occasion de cette présidentielle et des législatives qui ont suivi, la LPO a pu, pour la première fois, et grâce à l'appui et au savoir-faire d'une agence de communication, initier une action qu'on peut qualifier de spectaculaire de communication événementielle. Il fallait bien des créatifs un peu débridés pour aller l'imaginer et des bénévoles très motivés pour la mettre en œuvre. Jugez plutôt. Merci Alain. On va passer tout de suite au rapport d'activité. J'appelle Yves Verillac, notre directeur général, qui va vous présenter, essayer de vous résumer un grand nombre d'activités de l'année 2016. C'est à toi. Merci Anne-Marie. L'année 2016 a été particulièrement productive pour la LPO France et riche en événements. Je m'excuse par avance auprès des bénévoles, des professionnels et des partenaires qui ne retrouveraient pas leurs petits dans cette présentation très incomplète.
Chaque fois que c'était possible, nous avons présenté les chiffres consolidés de l'ensemble des associations LPO. Mais souvent, il s'agit principalement des actions de l'association LPO France, mais un grand nombre d'entre elles n'auraient pas pu voir le jour sans la mobilisation de tout le réseau LPO. Yves, je précise que dans les pages 15 à 18 du rapport d'activité, il y a un petit panorama de quelques actions du réseau. Voilà, comme chaque année, nous demandons à chaque association locale de donner un petit exemple local. Alors je sais que ça doit être très frustrant, mais l'association LPO France étant une association à part entière, elle doit faire son propre rapport d'activité. Encore une fois, on a consolidé chaque fois qu'on pouvait. Je vais, et c'est bien normal aussi, faire quelques redites par rapport au rapport moral, puisque Alain m'a enlevé une grande partie de ce que je voulais dire. Concernant les conseils d'administration et réunions de bureau en 2016, j'avais prévu de parler de l'installation du conseil scientifique et technique, c'est pas la peine, Alain l'a fait. J'avais prévu de parler de la préparation des élections présidentielles avec un questionnaire en ligne début 2017, mais là aussi, Alain m'a grillé la politesse. Vous ne coordonnez pas pour préparer les je peux vous parler d'autres événements, l'approbation de la création de la LPO Normandie, de la coordination Grand Est et de la coordination Rhône-Alpes-Auvergne. Et puis plus interne, et là Alain n'a pas pu nous l'enlever, l'élaboration d'un plan de formation triennal et la finalisation de la politique salariale qui est vraiment interne à la boutique. La poursuite du programme de collecte, Alain en a dit un mot, mais elle permet non seulement de mobiliser des fonds non fléchés, mais elle permet aussi de faire de nouveaux adhérents, puisque nos nouveaux adhérents proviennent en grande partie de cette collecte de rue. Et puis, alors je sais que ça peut faire sourire, mais l'évolution et la sécurisation du système d'information, le système d'information de la LPO, c'est toujours un sujet très très délicat. Et en interne, l'optimisation, puisque c'est pas fini, et l'optimisation des outils d'analyse financière. Vous ne le voyez pas, mais c'est très important dans la gestion de la boutique, notamment en termes d'identification des risques potentiels. On a des outils de suivi, de mesures que nous mettons en place. Un zoom juste pour rappeler effectivement l'élaboration du plan stratégique 2017-2021 pour lequel un grand nombre d'associations locales ont participé. Un travail qui nous a beaucoup animé, beaucoup pris de temps en 2016. Et puis quelque chose dont vous n'avez pas entendu parler, qui est compliqué, c'est le lancement d'une étude sur les richesses apportées par la LPO à la société française. Donc c'est une étude qui s'est déroulée, qui vient de se finir, dont on n'a pas encore digéré tous les acquis, mais qui nous sera utile certainement. Côté mobilisation citoyenne, donc le nombre exact d'adhérents en plus, enfin exact, le nombre à la louche c'est 3000 quand même, ce qui n'est pas négligeable. Côté éducation, 370 000 personnes sensibilisées, dont à peu près 30% de scolaires, un peu moins de 30%. Une année record pour les refuges, un vrai réseau de protection au niveau national, avec 1866 nouveaux arrivants, ce qui totalise 38 000 hectares aujourd'hui. Parler des 2 week-ends de comptage des oiseaux, des jardins qui ont mobilisé pas moins de 5000 participants, puisque c'est le thème du congrès aujourd'hui. Événement en 2016 avec le congrès de Saumur, mais là aussi Alain en a dit un mot. La boutique, alors la boutique, on m'a dit quand l'Atlas est sorti que les chiffres excellents étaient dus à l'Atlas, et puis l'année d'après on m'a dit non, oui, ça continue à être excellent, mais c'est pas l'Atlas. Donc il y a sûrement des raisons, mais la boutique est sur sa lancée, sur une bonne croissance et a des très bons résultats qui permet là encore de dédier des fonds non fléchés. Et ça, c'est très important parce que nous ne sommes pas contraints par un résultat et nous pouvons les consacrer, choisir, hiérarchiser nos actions de protection. Je rappelle juste que la petite plaisanterie dans les Landes coûte, sans compter le temps salarié, coûte 10 000 € à peu près à la LPO chaque fois qu'on est obligé de retourner dans les Landes. Et il faut bien financer ce genre d'action. Du côté connaissance et expertise, en conservation, la signature d'une convention très importante avec le Muséum national d'histoire naturelle le 6 juin pour améliorer la connaissance. Dominique, si je ne dis pas de bêtises, nous nous engageons à fournir une donnée par commune et par an.
par espèce. La signature d'une charte par la LPO avec 43 associations, mais là encore, je fais un petit peu de redite par rapport à ce matin pour exploiter les millions de données ainsi recueillies dans les bases données Visio-Nature. Un séminaire en juin à Vannes qui a été assez décisif en 2016. La publication de la nouvelle liste rouge des oiseaux nicheurs. À chaque fois, il y a une communication de l'UICN sur le sujet, mais je tiens à rappeler que sans la contribution de la LPO, il n'y aurait pas les données oiseaux. Donc ça, c'est aussi, on peut s'approprier une partie de ce résultat, malheureusement mauvais, puisqu'on a encore plus d'espèces inscrites sur les listes rouges. Un partenariat très important avec la CDC Biodiversité, qui a fait l'objet de discussions passionnées en conseil d'administration sur l'opportunité et les limites. La CDC Biodiversité a lancé un programme Nature 2050 consacré à l'adaptation des espaces naturels au changement climatique. Et la LPO fait partie des pionniers dans ce programme, en particulier avec un projet de restauration des vasières de la baie de l'Aiguillon qui a commencé en 2017 et qui va durer 5 ans. Également signaler le bilan des 6 années de partenariat sur les golfs Blue-Green, avec des diagnostics écologiques sur 21 golfs et l'identification de 17 bonnes pratiques en faveur de la biodiversité à déployer. Les propositions de mesures compensatoires innovantes pour le Vison, concernant la LGV Tours-Bordeaux. Juste dire là que la LPO a eu un rôle important dans l'évolution des préconisations en matière de compensation, puisque le réflexe initial, c'est de faire de la compensation surfacique. Tu me piques 1 hectare, donne-moi 5. Je fais M. Balzen, mais on a les critères. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas les hectares qui nous permettent de sauver le vison. Ce n'est pas le bon levier sur une espèce comme le vison. Donc, on a développé d'autres préconisations de compensation. 2 zooms. Un sur la réalisation de l'excellente brochure sur l'analyse des effets de la loi de 1976 sur la protection des espaces et des oiseaux, qui a montré à quel point notre réseau d'espaces protégés a été décisif dans les très bons résultats qu'on a sur les espèces emblématiques, entre guillemets. Cette brochure vous avait été remise l'année dernière lors du congrès. Et un zoom également sur le travail conduit par la réserve naturelle de Moise-Oléron pour favoriser le retour de l'anguille. Alors bien sûr, les autres réserves naturelles, les autres conservateurs vont me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et le travail extraordinaire de toutes nos équipes gestionnaires d'espaces naturels protégés ou en propriété LPO. Je rajoute dans des conditions pas toujours faciles parce que nous avons eu affaire à des agressions en 2016, en particulier du conservateur de la réserve de Moise. Agression inqualifiable et insupportable pour laquelle, bien sûr, toute la LPO s'est montrée solidaire et on a porté plainte. Du côté des grands dossiers nationaux de protection, Alain vous a parlé de la lutte contre le braconnage dans les Landes, avec de réelles avancées, j'y reviendrai pas. Peut-être vous dire simplement que comme nous trouvions que... Il y a quelqu'un du journal Sud-Ouest dans la salle? Non. Comme nous trouvions que le journal Sud-Ouest n'était pas toujours objectif quand il parlait du sujet, et que nous avons désespérément essayé d'obtenir ce qu'il y a, nous avons décidé d'acheter des demi-pages dans Sud-Ouest pour dire la vérité. La vérité, c'est non, c'est pas autorisé de braconner des oiseaux protégés. Et les peines, c'est 150 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Nous nous sommes adressés vers les gens qui s'occupent du commercial, qui ne sont pas les mêmes que le rédactionnel et qui n'ont pas parlé à leur patron de cette demi-page. Il y en a une qui a été mutée. Je l'ai rencontrée récemment, ça va, mais enfin bon quand même. Et elle m'a raconté ce qui lui est arrivé, ça a été quand même assez terrible. Et on avait négocié 2 pages, et on a eu 2 pages, mais à condition que la 2e page ne soit pas sur l'ortolan et qu'on mette le logo de la LPO. Donc on a obtenu une 2e page sur le pinson, fin octobre, ça tombe bien, c'est ce qui braconne, et avec un beau logo de la LPO. Les dossiers bouquetins du Bargy, quand même, vous dire un mot, c'est vrai que la LPO a eu un rôle décisif sur la question, et aujourd'hui, je touche du bois, il n'y a pas de bouquetin sain qui soit détruit. Aujourd'hui, on ne tue que des bouquetins contaminés, et il y a un test de vaccination qui est en cours. Ça a été très difficile de convaincre le ministère de l'Agriculture. L'ANSES nous a aidés, il faut reconnaître, on travaille en étroite collaboration avec l'ANSES, l'Agence de sécurité alimentaire, et on a obtenu donc un déploiement du vaccin in situ qui va avoir lieu prochainement.
Nous avions saisi, nous, LPO Lanxess, sur cette question-là, et nous l'avons à nouveau saisi, je vous le signale, parce que les travaux doivent bientôt démarrer, sur le problème du blaireau et de la tuberculose, puisque les préfets prennent des arrêtés prétextant la tuberculose pour détruire nos blaireaux, et nous voulons montrer que ça n'est pas un problème, et nous avons missionné Lanxess qui va constituer une commission pour le sujet. Les recours contre les boues rouges d'Altéo en Méditerranée, où la LPO est engagée, l'extraction des sables coquillers en baie de Lannion, puisque le milieu marin nous préoccupe grandement. Le 8e recours gagné contre l'ouverture de la chasse aux oies après janvier, ça c'était avant ce dont vous a parlé Alain. Alain, il vous a parlé de la saison de janvier début 2017, mais en janvier 2016 déjà nous avions gagné le 8e recours. Et puis Donge, dont Alain vous a dit un mot. Côté international et outre-mer, la coordination pour BirdLife International de l'évaluation du braconnage en Méditerranée pour l'Europe et la péninsule arabique, estimée à 25 millions d'oiseaux par an, c'est de ça qu'on parle. La rédaction du plan international d'action sur le puffin yelkouan, j'espère Thierry que je le dis bien, une espèce endémique de la mer Méditerranée et de la mer Noire, avec un atelier les 10 et 11 octobre à Paris. La coordination des projets en Afrique du Nord du CEPF, le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, pour le point chaud, le hotspot du bassin méditerranéen, qui est arrivé à terme en 2016, et bonne nouvelle, qui est reconduit pour 5 ans à partir de 2017. Toujours sur la question du braconnage, vous dire que nous avons initié une pétition en 2007 contre le massacre illégal des oiseaux familiers, qui a quand même recueilli 310 000 signatures, ce qui est, par les temps qui courent, pas si mauvais, que Alain a remis en personne à Geneviève Gaillard, rapporteur du projet de loi biodiversité. Ça n'a pas eu l'effet escompté dans la loi biodiversité, mais voilà. Et puis la campagne Nature Alerte, très important, qui a permis de maintenir et conforter les directives oiseaux et habitats, qui faisaient l'objet d'une évaluation, où là, nous avons au niveau européen mobilisé 500 000 signatures. Il me reste à vous parler des partenariats. Je ne vais pas pouvoir détailler autant, mais 45 partenaires privés en 2016, entreprises et fondations, une soixantaine de projets soutenus, plus de 1,1 million d'euros de financement perçus, ce qui représente à peu près 7% du budget de notre association. Côté édition et communication, enfin, alors je vais faire une liste de chiffres un peu impressionnants. 74 communiqués de presse, 10 invitations presse, 52 revues de presse, 17 revues thématiques, une tribune dans le Monde sur la question de la grippe aviaire. Je vous rappelle aussi qu'on avait acheté une demi-page sur les néonicotinoïdes financés donc à l'initiative de la LPO. 150 demandes de journalistes traitées, puisque souvent il faut répondre aux sollicitations. Nous avons bénéficié de 20 dépêches AFP. Nous avons la chance d'avoir eu l'AFP ce matin encore pour notre congrès. Organisé 6 conférences de presse, notamment dans le cadre du projet de loi biodiversité. Et puis, bien sûr, ne pas oublier la régularité et la qualité des publications, l'Oiseau Mag Junior, Ornithos. La traduction et l'édition d'une brochure qu'on vous a remise, Messenger, sur le oiseau et changement climatique, qui est un gros travail. Et ça peut paraître comme ça facile, mais le rapport d'activité que vous avez entre les mains, ça demande beaucoup de travail. Et je remercie toutes les équipes qui se sont mobilisées pour le faire, parce que je pense, et vous pouvez en demander à la LPO, c'est un excellent ambassadeur de la LPO auprès de nos partenaires. Je crois qu'on peut aussi remercier Yves Verillac pour coordonner tout ce travail auprès de toutes les personnes concernées. Et tu n'as pas été trop long, je te remercie Yves. Alors justement, à ce stade du débat, de la présentation, nous avons le temps de quelques questions. Si vous avez des interrogations, des questions de compréhension des éléments qui vous ont été présentés, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des micros qui circulent ? Je ne vois pas les personnes qui les portent. Et... Oui, allez-y, présentez-vous, on va essayer de vous répondre. Et ensuite, on passera au vote de la première résolution. Non, je pense qu'il faut prendre le micro. Non, il faut prendre le micro, sinon je ne vais peut-être pas entendre tout. Je pense qu'il fonctionne celui-là. Merci. Je n'ai pas une question à poser, c'est plutôt une demande. Alain, est-ce qu'il est possible d'avoir le film que tu as présenté? Est-ce qu'on peut l'avoir pour les passer sur les stands? C'est une bonne façon pour mobiliser les gens.
Est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que je peux l'avoir pour le mois de septembre, pour le prochain forum des associations? Ben, je suppose que c'est un outil qui a été fait pour ça. On demande seulement 1 000 € par diffusion, ce qui n'est pas... Non, non, évidemment, plus il sera diffusé, plus on sera heureux. Et avec Karine, on va mettre ça au point pour que chacun d'entre vous puisse le récupérer. Très bien. Une autre question? Pas d'autres questions? On peut passer directement au vote de la résolution. Donc, la résolution, je vous la résume. Elle s'affiche. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport moral et du rapport d'activité, donc les deux documents qui viennent de vous être présentés, approuve le rapport moral 2016, le rapport d'activité 2016. Je vais donc compter les personnes qui voudraient voter contre. Y a-t-il des personnes qui souhaitent s'abstenir? J'essaye de regarder en même temps, mais j'ai la lumière dans l'œil. Donc, il est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup de votre confiance. Et on va passer aux éléments financiers. Ah, non, merci de nous le rappeler. Michel, on a été trop vite. Merci. Michel Cramois, le trésorier, donc, qui vous présente les éléments du rapport financier. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le rapport financier. Je vais vous présenter donc, les comptes annuels 2016, le budget... Parle bien dans le micro, parce qu'on n'entend pas suffisamment. Le budget 2017, les dons et legs qui ont été acceptés par le conseil d'administration. Ensuite, je donnerai la parole à Marion Bolz, notre commissaire aux comptes, pour son rapport. Et ensuite, le vote des résolutions. On ne t'entend pas bien, Michel. Il faut que tu parles vraiment dans le micro. Relève-le un petit peu. Attends, je vais prendre à la main, je préfère. Ça sera peut-être plus simple. Ouais. Bien, nous avons terminé l'année 2016 par un résultat positif de 524 000 €. Ce résultat compense, si je puis dire, les déficits enregistrés en 2014-2015. Diapo suivante. Ouais. Ici, sur cette diapo, c'est beaucoup plus significatif et vous voyez... une croissance significative, disons, des produits, avec un montant de 1 616 000 de plus important, enfin, entre 2015 et 2016, soit 13% de progression. Et également une croissance, mais moindre, des charges, 13 652 versus 12 767 en 2015, soit une augmentation de 885 000 € qui représente 7% d'augmentation. Bien évidemment, suite à ces résultats, nous avons essayé d'analyser les différents secteurs, notamment les secteurs les plus intéressants. Donc, vous avez sur la dia, au niveau des produits, le maintien de l'activité de la boutique avec 2 millions d'euros. Merci Nathalie pour ce professionnalisme et comme le rappelait Yves tout à l'heure, c'est une économie importante pour les actions de protection que nous menons à la fois sur les terrains et également pour nos études. Une augmentation des dons de plus de 279 000 €. Bien évidemment, il y a l'effet collecte de rue qui entre en jeu. Une augmentation des cotisations. Yves vous l'a dit tout à l'heure, il y a une augmentation du nombre de cotisations, du nombre d'adhérents qui, bien évidemment, financièrement, il y a aussi une concordance, c'est-à-dire plus 108 000 €. Là aussi, l'effet de la collecte de rue est à prendre en compte, bien évidemment. À cette diapositive, j'ajouterai une augmentation importante des legs, plus 1 075 000 € due à un leg.
Et aussi, n'oublions pas, une augmentation importante, significative des financements européens pour 674 000 euros. Au niveau des ressources privées, nous avons essayé de les détailler et de les analyser. Donc, les ressources privées représentent 8 549 000 euros, soit 63% des ressources LPO. Ça a été évoqué ce matin lors des tables rondes. En 2015, elles représentaient 60% avec 7 167 000, soit une augmentation d'1 482 000 euros. Dans les ressources privées, nous trouvons bien évidemment la part la plus importante, ce sont les dons et legs qui représentent 2 866 000 euros. Les autres fonds privés représentent 5 682 000 euros, dont les plus importants, on revient toujours à la boutique, avec 1 947 000, les cotisations, le mécénat partenariat, les expertises privées, clients privés, les revues et l'accueil et l'animation. Nous avons constaté également, de façon récurrente, 2014, 2015 et également en 2016, une baisse des financements publics qui représente 5 047 000 euros contre, je n'ai pas le chiffre, excusez-moi, de 2015, mais représente simplement 37% des ressources de la LPO. Vous voyez que l'importance des fonds privés est beaucoup plus, l'importance des fonds privés est très très significative et de plus en plus. Au niveau des principaux financements que nous avons perçus, bien évidemment l'État représente le plus important avec 2 476 000 euros, suivi de l'Europe, 1 155 000, et je vous laisse découvrir le reste. Le ratio donc privé-public est donc de 63% et 37% contre 60% et 40% en 2015. Concernant les charges d'exploitation, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles progressent de 863 000 euros, soit 7,2%. Les plus significatives, je dirais, c'est les charges de personnel, mais je dis bien, il y a eu une maîtrise, on fait très attention, vous le savez bien, une maîtrise des charges de personnel, mais ça représente quand même 6 450 000 euros, soit 3,8% d'augmentation par rapport à 2015. Cela dit, la part de la masse salariale entre 2016 et 2015 a baissé. C'est-à-dire que nous sommes maintenant, la part salariale ne représente que 50% des charges globales de la LPO. En 2015, elle a représenté 53%. Je noterai également un contrôle sur les frais généraux. Depuis maintenant 5-6 ans, c'est vrai que la LPO a lancé des procédures de mise au paiement et également un contrôle qui commence à porter ses fruits. Et pour une institution, une structure comme la LPO, les frais généraux ne sont pas très très importants puisqu'ils ne représentent que 9,9%. En ce qui concerne les autres charges, elles sont globalement stables. Donc en conclusion, l'analyse comptable montre que l'excédent important, qui peut paraître important, cela dit, il fait que 6%, de 524 000 euros, rapproché aux 2 derniers exercices de déficit cumulé, il est dû à un niveau de legs important de 1 700 000 euros contre une moyenne sur les 5 dernières années où on avait à peu près 900 000 euros de dons. Au niveau de l'approche comptable, nous avons bien évidemment privilégié la prudence avec des provisions pour risques et charges. Nous avons 2 dossiers en cours, une affaire au prud'homme et également une succession qui ne se passe pas très très bien. Je le répète, la boutique conforte son niveau d'activité avec une très forte augmentation en 2015 qui s'est également reportée sur l'année 2016. Et la collecte de rue, Alain vous en parlait tout à l'heure, la collecte de rue a donné lieu à un investissement, c'est vrai, très important. On a investi 706 000 euros dans la collecte de rue, mais cette collecte de rue maintenant est grâce, si je puis dire, à notre expert comptable et à notre commissaire aux comptes, nous avons pu amortir la charge de cette collecte de rue et néanmoins, en 2016, cette collecte de rue dégage 236 000 euros de produits. Alors, là, il y a un exercice un peu plus compliqué.
Cela dit, je serai à votre disposition si vous voulez avoir des explications complémentaires en off concernant ce tableau. Vous savez que les associations qui font appel à la générosité du public à l'échelon national ont l'obligation de produire un document qui s'appelle le compte emploi des ressources, qui est, j'allais dire, complété à l'aide de la comptabilité analytique. Il retrace l'ensemble des sommes des comptes de l'année, il visualise l'analyse économique de la LPO. Donc, dans cette première partie de tableau, vous avez les ressources privées. Alors, on va commencer par la droite. Vous avez les ressources privées qui sont représentées par les dons et legs, et ensuite les financements publics. Le tout est nous donnant, disons, 13 595 000 euros. Donc, les dons et legs représentent 21%, les autres fonds privés 42% et les financements publics 37%. À cela, on rajoute le report de ressources, c'est-à-dire ce que nous appelons les fonds dédiés, et nous avons un total général de 14 176 000. Sur la partie de gauche, vous avez une colonne qui s'appelle l'emploi. Ces fonds ont été utilisés de la façon suivante. Dans les missions sociales, c'est-à-dire c'est le fonds, le cœur de l'activité de la LPO, qui correspond à son objet social, nous avons consommé 11 370 000 euros, c'est-à-dire 86,7% des ressources. Les frais de collecte représentent 722 000 euros, c'est-à-dire 5,5% de charges. Et ensuite, les frais de fonctionnement représentent 1 020 000 euros, c'est-à-dire 7,8% de nos totales des ressources. C'est-à-dire que si on doit faire un commentaire, les frais de collecte, bien évidemment, ont augmenté parce que malgré disons, l'amortissement de la charge, les dépenses ont été relativement importantes en 2016 pour engager la collecte, mais ça, bon, ça a été accepté et voté par le conseil d'administration, donc c'est une volonté de la LPO d'essayer j'allais dire, de contribuer à augmenter les fonds privés par rapport au financement public. Et puis, à ce chiffre-là, nous portons le chiffre de 539 000 euros qui correspond au fonds dédié et le résultat, l'excédent 2016 de 524 000 euros. Donc, on arrive à un total qui s'équilibre à 14 176 000. Michel, on peut quand même souligner que c'est un résultat exceptionnel que d'avoir finalement que 7,8% de frais de fonctionnement. Tout à fait. Sur l'argent qui rentre par vos cotisations et par toutes les sources de financement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que sur 100 euros, perçus par la LPO, 7,80 euros sont utilisés pour le fonctionnement, ce qui est très peu. Je crois là on peut remercier, ce n'est pas le trésorier qu'il faut remercier, mais je pense que c'est le directeur et toute l'équipe dirigeante de la LPO qui fait en sorte que, bon, on pourrait effectivement, comment dire, pas consommer plus, mais avoir peut-être plus de frais de fonctionnement. Mais je pense que la politique qui avait été mise en place, notamment par Michel Mettet il y a 5-6 ans, commence à porter ses fruits. C'est très très bien. Alors, est venue s'ajouter depuis une zone fuchsia. C'est là où voilà. J'ai voulu cette année, parce que l'an dernier, il y avait une adhérente qui m'avait dit en off, oui, vous avez présenté un compte emploi des ressources qui n'était pas équilibré. Alors, effectivement, la présentation que je vous avais faite n'était pas équilibrée, mais vous pensez bien que le compte emploi des ressources était équilibré au sein de nos comptes, parce que je pense que notre commissaire aux comptes et notre expert comptable font très attention. Et cette année, j'ai voulu aller plus loin, dire que j'ai montré, je vous montre là dans la zone fuchsia, la ventilation, si vous voulez, des fonds que nous recevons, c'est-à-dire des ressources collectées auprès du public. Donc, au niveau des emplois de ces ressources collectées auprès du public, 1 828 000 sont consacrés aux missions sociales. C'est dans les 11, mais ça fait partie des 11 millions, on est bien d'accord, ça ne s'ajoute pas, hein, on est bien d'accord, c'est simplement une information. Et 397 000 euros sont engagés dans les frais de collecte. Ensuite, 706 000 euros sont engagés dans les acquisitions que nous réalisons pour notre activité, c'est-à-dire
on pourrait appeler ça l'autofinancement, si je puis dire, qui est payé par des ressources collectées auprès du public. Les moins 146, c'est ni plus ni moins qu'un retour sur investissement, c'est-à-dire, appelons ça une ristourne, hein. Donc, on a employé en tout, sur l'année 2016, 2 785 000 euros. Au niveau de nos ressources, nous avions en stock, entre guillemets, 555 000 euros au 1er janvier 2016. À cela s'est ajouté les dons et legs pour 2 866 000. Vous voyez, il y a une similitude au niveau du chiffre. Nous avons une variation au niveau des fonds dédiés, hein, c'est-à-dire c'est les dons fléchés, c'est la balance que nous effectuons au niveau des fonds dédiés. Donc on a un niveau de collecte de ressources au niveau en 2016 de 2 749 000. Le total des ressources 2015-2016 est de 3 304 000. Nous enlevons de ces 3 304 000 les 2 785 000 d'emplois financés en 2016 et nous reporterons au 1er janvier 2017 les 519 000 euros. Si vous avez des questions, vous me les posez après l'Assemblée générale. Voilà. Alors, un petit mot quand même sur ce document. Bien évidemment, je l'ai fait vérifier à notre commissaire aux comptes. Il a été vérifié par notre expert comptable. Je l'avais encore au téléphone vendredi pour lui demander des définitions exactes des termes. Je ne voulais surtout pas faire de bêtises. Donc, il est établi, je vous le disais, en adéquation avec la comptabilité analytique. Et le compte emploi ressources donne une information globale de l'ensemble des ressources et des emplois. C'est un outil de transparence et de contrôle pour les structures qui font appel à la générosité publique. Il est l'instrument privilégié d'une communication transparente à destination des donateurs. Néanmoins, je dirais que le compte emploi ressources est un document qui est complexe à élaborer. Et à comprendre. Et à comprendre. Mais encore une fois, je suis à votre disposition, si vous voulez. Là, cette diapo vous montre l'éclatement, disons, des emplois des ressources et surtout le détail des missions sociales qui ont été financées par rapport à, par la LP, qui ont été financées par les fonds, par les ressources de la LPO. Excusez-moi. Donc vous avez, je vous laisse découvrir les chiffres. Les frais oui, je ne vais pas me répondre, je l'ai déjà. Disons qu'en valeur absolue, les missions sociales ont progressé entre 2015 et 2016 de 511 000 euros, soit 4,5% d'augmentation. Voilà. Un petit mot sur le bilan. Un rapport sans bilan, ça n'existe pas. Donc, j'ai essayé de vous présenter, de réaliser ce bilan sous forme de volume. Ce qu'il faut faire dans un bilan, c'est regarder la partie supérieure, on appelle ça le haut de bilan, et surtout faire la comparaison entre l'actif immobilisé et les fonds propres de la LPO, et la différence qui est en jaune, qui s'appelle les fonds de roulement, c'est un élément très important au niveau de la, j'allais dire, de la consolidation de la structure, de son poids, j'allais dire, économique. Et en général, c'est ce qu'il faut. L'importance des fonds de roulement détermine, si je puis dire, la santé de la structure. Ensuite, le bas de bilan, c'est ce qu'on appelle le cycle d'exploitation, c'est-à-dire qu'il y a une balance entre les stocks et les créances et les fonds dédiés et les dettes. Et depuis 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus, la LPO, il y a un excédent de financement. Alors c'est un bon signe, si je puis dire, c'est un signe de bonne gestion. Merci aux services financiers. Ça veut dire que les factures sont faites en date et en heure, elles sont suivies. Et donc cet excédent de financement, bien évidemment, se répercute au niveau de la trésorerie, qui était légèrement en baisse par rapport à 2015, mais qui reste quand même relativement important. Je vous rappelle que le bilan, c'est le document qui représente l'état du patrimoine de l'association et notamment de la LPO. Voilà. Il n'y a pas eu de convention réglementée constatée en 2016. Nous allons passer donc au budget prévisionnel.
Le budget prévisionnel 2017 a été validé par le conseil d'administration du mois de novembre 2016. Comme pour celui du 2015, le BP 2017 est un BP, je l'ai qualifié de raisonnable. Il tient compte bien sûr des perspectives financières actuelles qui sont relativement tendues. Parmi les sujets de crainte, une probable baisse des dons, enfin des legs, pardon, une poursuite de la baisse de certains produits publics, financement notamment, et probablement aussi, on le constate, je ne vous l'ai pas dit, mais on constate quand même une tendance à la baisse depuis plusieurs années du mécénat partenariat. Parmi les points rassurants, les produits de la collecte, qui a été mise en place par Olivier depuis qu'il est arrivé chez nous. Et je pense que cette collecte, comment dire, quand on voit comment c'est géré, c'est un point qui est relativement rassurant. Voilà. Voilà, si je devais résumer, si je puis dire, l'état, les comptes 2016, je les résumerai, disons, en 5 chiffres. 524 000 euros d'excédent, 14 176 000 de croissance significative des produits, une croissance significative des produits, là vous avez le détail, 146 000 euros de progression des fonds de roulement, je vous le disais, c'est très très important pour la LPO, pour sa stabilité financière, 87% des ressources affectées aux actions, qui dit mieux, 63% des ressources sont issues du privé. Alors là, qui dit mieux, je ne sais pas si on doit le dire, mais en tout cas, je pense que la LPO a su s'adapter, disons, à la conjoncture économique actuelle. Et pour compléter cette diapo, je voudrais profiter de cet instant pour adresser un certain nombre de remerciements. Je crois qu'il le mérite. Je voudrais remercier Patricia et toute son équipe. Je ne les ai pas cités parce que je ne voudrais pas en oublier, pardon. Et toute son équipe du service financier de la LPO, parce que ce n'est pas moi qui mets les chiffres les uns sous les autres. Est-ce qu'elles sont là? Elles sont là dans la salle? Je voudrais... Elles sont dans la salle? Comment? Elles Patricia, elle est dans la salle, elle est... Là? Ah oui, elle est là-bas. Tout au fond. Elle se cache. Je voudrais remercier, lui il est planqué là derrière le rideau, remercier Olivier pour sa disponibilité. Olivier, présente-toi parce qu'on ne te voit pas depuis ce matin. Pour sa disponibilité et son professionnalisme. Je voudrais remercier également... C'est discret. Je voudrais remercier Rémi Desmartiel, notre expert comptable du groupe KPMG de La Rochelle, pour ses nombreux conseils et l'appui qu'il apporte à la LPO, et notamment au trésorier. Et je voudrais remercier Marion Bolz, qui est ici, notre commissaire aux comptes, pour ces 6 années passées à nos côtés. On va lui donner la parole dans un moment. Qui a su prendre des décisions très importantes. Je vous parlais tout à l'heure de l'amortissement des frais de collecte, mais je voudrais également parler de la comptabilisation des legs, qui, sans son intervention, serait toujours comptabilisé en produits exceptionnels. Et Dieu sait si je ne me suis pas battu, bien évidemment, contre votre prédécesseur, Monsieur de Blinière, à ce sujet-là, et avec notre regretté François-Xavier. Mais je suis très heureux que maintenant on puisse, j'allais dire, comptabiliser les legs, parce que les legs, ils n'arrivent pas comme ça. Il y a quand même des frais qui sont engagés. Il y a des gens qui travaillent pour aller les chercher. Il y a des gens qui travaillent pour les gérer. Donc, merci Marion. Tu as 21 minutes, Michel. Il faut avancer. Je vais terminer par les legs qui ont été acceptés par le CA. Ça va aller très, très vite. La diapo suivante, Olivier ou Jean-Michel? Vas-y, tu peux tourner. La diapo suivante, Jean-Michel? Ouais, voilà. Donc je vous les laisse découvrir les legs à titre universel. Vous savez que c'est une quote-part, legs à titre universel, c'est une quote-part de succession. Diapo suivante. Les legs particuliers, c'est-à-dire que c'est des biens qui nous sont légués, mais c'est des biens qui sont déterminés. Voilà, je lègue tous mes meubles de ma maison, par exemple, des choses comme ça. Ouais. Tu seras déçu, Alain, je pense. Enfin, bon. Les donations. Je n'arrive pas à tourner. Les ventes d'immeubles. Voilà.
Et voilà, j'en ai terminé. Je vais donc passer la parole à Marion Bols pour qu'elle puisse vous présenter son rapport voilà, sur les comptes 2016. Je voudrais remercier très chaleureusement Michel Cramois pour le travail admirable et pas toujours facile qu'il fait pour la LPO. Marion Bols. J'associe également Christine Jean, évidemment, qui est trésorière adjointe et que j'embrasse très fort et qu'on applaudit. Christine, où elle est, Christine? Là-bas, au bout, tout au bout. Merci, Christine. Alors, Marion Bols, qui est notre commissaire aux comptes, qui vous présente aussi le commentaire sur les éléments qui vous ont été présentés. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai 2 rapports à vous présenter. Je vais commencer par celui sur les conventions réglementées. Alors, votre trésorier a dit qu'il n'y en avait pas. Alors, je ne vais pas le contredire. Il n'y en a pas de nouvelles, mais il y a toujours des conventions qui lient les administrateurs à la LPO. Ce sont des conventions de remboursement de frais pour un total de 10 511 € pour l'année 2016. En ce qui concerne les comptes, donc, je vous rappelle rapidement qu'un audit, ça consiste à vérifier par sondage ou au moyen d'autres méthodes de sélection les éléments qui justifient les montants et les informations qui sont dans les comptes annuels et que donc à l'issue de nos contrôles, nous pouvons vous fournir une opinion sur les comptes et nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers, sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé et de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Nous devons justifier nos appréciations, c'est-à-dire vous confirmer que nous avons validé les options comptables qui peuvent être prises par l'organisation que nous contrôlons. Donc, en ce qui concerne la LPO, les options comptables sont d'une part les immobilisations incorporelles. Michel vous en a parlé, c'est donc le traitement comptable des frais de collecte de rue. En effet, ils sont traités non pas comme une charge de l'exercice, mais comme un investissement, donc étalé sur plusieurs exercices, dans la mesure où ils donnent lieu à des revenus récurrents les années suivantes. Et en deuxième partie d'appréciation, une appréciation assez longue que je ne vous lirai pas de façon exhaustive, mais qui concerne le compte emploi-ressources, pour vous dire qu'on a vérifié très précisément la répartition analytique, puisque vous comprenez bien l'enjeu stratégique des chiffres qui sont présentés, des pourcentages qui sont présentés sont en fonction d'affectation analytique dont on vérifie d'une part qu'elles sont cohérentes avec les comptes, bien sûr, mais surtout qu'elles sont stables d'une année sur l'autre, ce qui est le cas. Juste au passage, le compte emploi ressources, auquel tout le monde ne comprend pas tout, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, est encore en rénovation et en discussion, ça risque de changer, encore en débat auprès des instances comptables. Enfin, dans la dernière partie de mon rapport, je vous confirme que tout ce qui vous a été présenté par le trésorier, donc conforme aux comptes que j'ai audités et que nous avons certifiés. Et si vous me donnez 30 secondes, je voudrais rajouter 2 mots. Donc, au revoir et merci. Parce qu'effectivement, c'est la dernière fois que j'ai le plaisir, l'honneur, je suis un peu émue, même les commissaires aux comptes sont émus, ont de l'émotion, donc de vous présenter mes rapports, puisque la loi n'autorise pas le mandat à plus de 6 ans. Et donc, je dois laisser la place à un de mes confrères. Donc, je voulais vous dire que j'avais eu beaucoup de plaisir à travailler pour la LPO. Avec les gens de la LPO, j'avais vécu pas mal de choses, finalement, 6 ans. Rappelez-vous, il y a eu l'ERICA, enfin le jugement de l'ERICA. Il y a eu le centenaire, il y a eu départ et changement de direction générale, départ et changement de trésorier. J'ai une petite pensée pour M. Jarot. Et également, je ne sais plus, c'est déjà pas mal. Donc très riche en événements. Et je voulais dire merci, bien sûr, à tous ceux qui m'avaient accueilli et la confiance que vous m'avez faite. Monsieur Jean, vous êtes là. Je me souviens que quand je vous ai vu pour la première fois au téléphone, vous m'avez posé 2 questions. Est-ce que vous chassez ? Non.
Est-ce que vous avez un chat? Bon. Je n'avais ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu le plaisir de travailler avec vous pendant 6 ans. Donc, merci à tous, en particulier à Patricia, à ses équipes, à Nathalie, à Olivier, à Michel, à Dominique, les Dominiques, il y en a 2, Virginie, et bien sûr aussi à mon confrère, bien sûr, KPMG. Et je vous dis, j'espère peut-être à bientôt. Au revoir. Merci Marion. C'est nous qui devons vous remercier pour nous avoir accompagnés pendant ces 6 ans et de l'avoir fait avec cœur, avec beaucoup d'implication, et votre émotion en témoigne. Donc merci à vous. Alors on va peut-être prendre quand même quelques questions, hein, s'il y en a, parce que c'est pas facile de comprendre tout ça. J'espère qu'on sera capable de vous donner les réponses, mais on vous écoute. Alors une question là-bas. Tout au fond. Préparez vos questions pour les suivants. Oui, je m'adresse donc au comptable. Je suis toute nouvelle dans la... Parlez très fort dans le micro. Bon, je vais parler plus proche alors. Je ne connais pas votre fonctionnement. C'est la première fois que je viens au Conseil national. Je viens de loin, comme vous l'entendez, et comme beaucoup d'autres. Je voulais savoir, au niveau des remboursements de frais, ce que habituellement vous faites lors des conseils nationaux pour les gens qui viennent de loin, que les frais de remboursement des transports et puis de l'hébergement. Qu'est-ce que vous pratiquez habituellement? C'est au-delà d'une demande individuelle, votre question. Ah oui, non, c'est pour tout le monde. Hein. D'accord. Alors je précise que là, on est dans l'Assemblée générale et pas tout à fait dans le CN. Mais enfin, c'est une nuance. La réponse? Michel. Oui. Vous avez droit à un remboursement de frais engagés, c'est-à-dire, je ne sais pas par quel moyen êtes-vous venu ici, par le train billet 2e classe. Hein? Oui, c'est ça. Non, mais elle parlait du CN. Mais si, elle vient du Conseil national, elle vient d'une association, donc j'imagine que c'est son président. C'est quoi? C'est votre président qui vous a envoyé ou vous venez comme ça Ah non, si vous venez comme une adhérente, non, vous n'avez droit à absolument rien. Non, bah, écoutez, vous vous rendez compte, 46 000 adhérents, là on aurait du monde à l'Assemblée générale. Hein. Non, je pensais que vous veniez vous avez employé le terme Conseil national, je pensais que vous veniez missionné par votre association, mais d'accord. Peut-être qu'on peut répondre à votre cas individuel à part, en bilatéral. Oui. On pourra répondre à son cas individuel à part. Oui. Non, sinon, pour juste une précision, donc pour les participants au Conseil national, donc c'est pas l'Assemblée générale, la base des remboursements se fait à raison de 2 personnes par association locale sur la base du tarif SNCF 2e classe. C'est l'aspect général. Excellent. Qui d'autre avait une question? Alors, quelle question? Bertrand Alliot. Bertrand est administrateur. Oui, mais je vais animer la séance un peu par une petite question. Simplement sur la boutique, j'ai vu qu'il y avait le chiffre d'affaires, pas le chiffre d'affaires, les recettes de la boutique, c'est 1 900 000 et quelques euros. Je voulais savoir quelle était la marge de la boutique. Je ne sais pas, je ne la connais pas exactement, je ne sais pas. On peut le savoir, hein, mais je ne sais pas si Patricia... Approximativement. Non, on doit tourner aux... Je ne sais pas, Patricia, pas Patricia, mais Nathalie dans la salle? Nathalie, on émarge à combien? Il existe différents types de marges. Il y a la marge brute. Oui. On est dans de l'ordre de 46% à peu près de marge sur le chiffre d'affaires. Combien? Il y a 46%. Marge oui, brute. Mais c'est le brut là. Marge brute sur le chiffre d'affaires hors taxe. D'accord, hors taxe, voilà. D'accord. Bien, une autre question avant que nous passions au vote des résolutions? Non? Pas d'autres questions? Alors, nous avons donc plusieurs résolutions à voter. Nous allons les prendre successivement. Elles vont s'afficher au fur et à mesure. Donc, sur la deuxième résolution,
L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur la situation financière et les comptes de l'exercice 2016, du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les opérations effectuées au cours de l'exercice et donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour cet exercice. Qui est contre? Qui souhaite s'abstenir? Il y a une abstention? Non? Donc adopté à l'unanimité. Merci. La résolution... Merci. On en a plusieurs, je vous propose d'applaudir peut-être à la fin, mais c'est comme vous voulez, hein. Ça fait toujours du bien, mais bon. Alors, on doit approuver l'affectation du résultat. Donc, ce qui vous est proposé dans cette troisième résolution, le Conseil d'administration du 22 avril 2017, après avoir constaté pour l'exercice 2016 un résultat positif de 524 401 €, propose à l'Assemblée générale de la LPO l'affectation suivante, report à nouveau, donc créditeur. Qui est contre? Qui souhaite s'abstenir? Pas d'abstention, pas de contre, voté à l'unanimité, merci. On passe à la quatrième résolution. Il s'agit donc d'approuver le budget prévisionnel 2017. L'Assemblée générale, après avoir pris acte des objectifs pour l'année 2017 et du projet de budget prévisionnel, approuve le budget de l'exercice 2017. Qui est contre? Qui souhaite s'abstenir? Pas d'abstention, pas de contre, approuvé à l'unanimité. On passe à la cinquième résolution qui porte donc sur les legs et donations. On vous en a bien sûr fait l'exposé à travers les différentes diapositives. Sachez que ça fait partie des délibérations du conseil d'administration et que tout ceci a bien sûr été examiné dans le détail au préalable. On vous propose donc, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des délibérations du CA et de son bureau du CA relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, legs et donations, nécessaires au but poursuivi par la LPO, approuve les délibérations du conseil d'administration et de son bureau. Qui est contre? Qui veut s'abstenir? Personne. Merci. Donc approuvé à l'unanimité. Ensuite, nous devons donner pouvoir au porteur pour effectuer un ensemble de formalités. La résolution est donc la suivante. L'Assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée générale à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt de la et de publicité requises par la loi. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Et septième résolution sur la nomination du cabinet de commissaire aux comptes. Oui, je te redonne la parole, ne t'inquiète pas. Donc, comme Marion Bols vous l'a dit, elle ne peut pas poursuivre l'exercice. Donc, nous avons élaboré un petit processus que Michel Cramois va vous évoquer pour sélectionner un nouveau commissaire aux comptes. Voilà. Marion vous l'a dit tout à l'heure, donc elle a terminé son mandat, il s'est terminé à cette Assemblée générale. Après consultation au niveau de la LPO, c'est-à-dire Olivier, Patricia, moi-même et Yves, le directeur, nous avons décidé d'ouvrir une consultation pour procéder au renouvellement, ce qui est tout à fait normal, si je puis dire. Donc, Olivier a élaboré un cahier des charges en listant les attentes de la LPO. Et ensuite, nous avons essayé d'identifier des cabinets d'expertise, enfin de commissaires aux comptes, susceptibles de répondre à nos attentes. Nous avons envoyé ce cahier des charges à 6 cabinets, locaux et nationaux. Nous avons reçu 5 propositions sur les 6 consultations. Olivier et Patricia, parce que ça relève plus du technique que du politique, si je puis dire, donc j'ai laissé Olivier et Patricia faire l'analyse des propositions que nous avons reçues. Moi, je me suis intercalé à la fin. Ensuite, ils ont fait une présélection de 3 cabinets à auditionner. Et nous avons auditionné donc le cabinet Dexis Deloitte, le cabinet Dexis, le cabinet Deloitte Inextinso et le cabinet de Marion, c'est-à-dire que autant Marion ne peut pas continuer, ne peut pas aller au-delà de son mandat de 6 ans. Par contre, elle nous avait fait la proposition, et ce qui est tout à fait normal, nous avons convoqué
Son associé, voilà, j'ai cherché son associé. Et donc là, j'étais présent enfin, aux auditions, il y avait moi-même, Yves, Olivier et Patricia Muret. Et ensuite, nous avons fait une confrontation des analyses issues des auditions et nos propositions ont été soumises au CA du 22 avril 2017. Je vous dirais très honnêtement que nous étions quasiment tous les trois, Patricia, Olivier et moi-même, sans nous concerter du tout, parce que moi je l'ai fait chez moi le lendemain. On était là, il y avait très peu de différence entre nos jugements par rapport au cabinet. Voilà. Donc, a été nommé le cabinet Dexis, qui fait partie du réseau cabinet partenaire. Commissaire aux comptes, candidat, c'est Jean-Luc Bay. Monsieur Jean-Luc Bay, 41 ans, il est expert comptable et commissaire aux comptes. Il est diplômé du diplôme d'expert comptable DEC depuis 2004. Le sujet de son mémoire d'expertise comptable portait sur les fusions d'associations en abordant les spécificités de cette opération dans les associations reconnues d'utilité publique. Très intéressant, on en parlera tout à l'heure pour nous. Et M. Jean-Luc Bay est membre de la commission Associations et secteur public au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de l'Aquitaine. Voilà. Donc il y a une 7e résolution. Voilà. On peut voter la 7e résolution. Donc vous voyez qu'il y a un processus sérieux qui a été instruit. On vous propose de valider ce choix. L'Assemblée générale décide de nommer pour une durée de 6 exercices expirant à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022. En qualité de commissaire aux comptes titulaire, Dexis, 4 bis chemin de la Croisière, 33 550 Le Tourne, représenté par M. Jean-Luc Bay. Qui est contre? Qui s'abstient? On lui a posé la question essentielle de savoir ce qu'il pensait des chats et s'il chassait. J'espère que dans le critère et le processus de sélection, ça faisait partie. Bon. En tout cas, merci pour cette résolution adoptée à l'unanimité. Pour ces 7 résolutions que vous venez d'approuver, j'estime et j'espère que le Conseil est d'accord avec moi que c'est vraiment une marque de confiance à l'égard du Conseil. Donc merci à vous pour ce soutien. Alors, Michel va désormais reprendre la parole puisque nous allons essayer de vous présenter la présentation d'un principe de projet de fusion entre différentes associations. Il s'agit d'un principe, il va bien nous expliquer où on en est du stade de cette élaboration. Oui, ça fait 2 ans et demi maintenant, bientôt, que nous travaillons sur ces projets-là. Je voulais vous préciser que la présentation que je vais vous faire, et la validation que vous allez apporter à cette présentation, c'est une validation de principe sur des projets de fusion. La validation définitive, disons, enfin, la validation et la fusion sera définitive lors des assemblées générales extraordinaires des associations concernées, c'est-à-dire mois de décembre 2017, pour que que la fusion statutaire officielle intervienne au 1er janvier 2018. Voilà. Donc, je le répète, on vous demande de valider le principe de ces projets de fusion. C'est bon, j'en aurai. Donc, nous avons 5 associations qui devraient, je dis bien devraient, vous voyez, j'utilise... rejoindre la LPO au 31 décembre, enfin au 1er janvier 2018. Il s'agit du CORIF, le Centre ornithologique de la région Île-de-France, qui intervient donc au niveau de la région Île-de-France, la LPO Aquitaine, la LPO Corrèze, la LPO Vienne et la CEPOL. On vous a présenté tout à l'heure dans le rapport d'activité les responsables de ces structures, CORIF et CEPOL. Alors, quelles sont les motivations qui ont entraîné, disons, ce travail de rapprochement qui nous a pris énormément de temps? 2 choses. La réforme territoriale. Bon, vous avez entendu parler de la réforme territoriale. Celle-ci a aménagé des nouveaux contours dans la plupart des régions administratives, et notamment la création de la région Nouvelle-Aquitaine,
qui incorpore Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine. Donc pour les associations, l'impact était quand même très important. C'est-à-dire qu'en termes d'action, devenait nécessaire de coordonner, disons, les activités et également au niveau financier, car les régions, bien évidemment, demandaient qu'il y ait une seule demande et une seule source de financement. Vous imaginez les 5 associations, les 5 associations, parce qu'il faut associer bien évidemment la LPO à France, défiler au niveau de la région pour présenter les financements. Et la deuxième chose, si je puis dire, la motivation, le CORIF, bon, ça fait, je voudrais pas dire de bêtises, mais le premier courrier de demande pour essayer de travailler sur un rapprochement entre le CORIF et la LPO date de février 2012. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et au niveau de la CEPOL, c'est différent. La CEPOL a demandé à rentrer, à devenir une association locale, enfin régionale LPO, et on leur a dit, bah, écoutez, attendez un petit peu, parce que là, on est en pleine réflexion sur la fusion et la mise en place d'une LPO au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire de la nouvelle région. Ce fait, ils ont attendu et ensuite, ils ont participé à nos travaux. Les objectifs, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir une meilleure efficacité pour mieux connaître, protéger et promouvoir la biodiversité à l'échelle des territoires concernés, de porter plus haut nos objets sociaux respectifs, protection de la biodiversité, en multipliant nos savoir-faire, et apporter une meilleure lisibilité de la présence de la LPO sur ces territoires. Les objectifs prioritaires, vous pouvez vous en rendre compte, c'est le nouveau modèle qui a été voulu par la LPO France, c'est de permettre une meilleure articulation entre le niveau local, le niveau régional et le niveau national, optimiser notre fonctionnement au service des actions, c'est-à-dire poursuivre la professionnalisation de l'association, permettre de développer côte à côte des missions nationales et du développement en région, mutualiser les moyens humains et les circuits financiers, et renforcer la visibilité et la pertinence des actions. Deuxième point, c'est sécuriser l'avenir de l'ensemble des associations concernées et donc des ressources qui les composent. Donc au niveau des ressources humaines, il y a pardon, je l'ai changé depuis, je ne me trompe pas, il y a l'adhérent, les adhérents, les bénévoles, les élus et les salariés. Ensuite, les bases de données, notre savoir-faire et notre patrimoine. Toujours dans les objectifs prioritaires, nous sommes devant, disons, véritablement devant un nouveau modèle de gouvernance. C'est vrai que nous sommes quand même, nous ne sommes pas lancés dans ce projet quand même sans réfléchir et sans essayer de tenir, enfin de mettre les tenants et les aboutissants, mais cette centralisation n'a pas pour objectif de concentrer les pouvoirs vers une seule et unique structure, à savoir la LPO France. C'est ce que nous craignions de la part des autres associations. Et je pense que ce fond, cette question n'est pas ressortie lors de nos différentes réunions. Au contraire, ce rapprochement des forces doit apporter un nouvel élan dans la recherche de nouvelles activités et permettre de maintenir et renforcer les actions de proximité, telles que nous l'avons envisagé, de favoriser l'implication des bénévoles sur le terrain. Là aussi, c'était un sujet très important et très sensible, je dirais, sur lequel nous avons passé quand même pas mal de temps, de flécher les moyens dédiés à ce territoire et de conserver une légitimité territoriale. Alors, ceci est valable en Île-de-France, mais aussi pour la Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment. Je parle toujours, j'associe les deux. Donc, nous nous sommes trouvés, quand nous avons commencé à travailler ensemble, à répondre à 3 questions, à 3 scénarios. Le premier scénario, c'est de maintenir l'existant et de chaque structure actuelle et continuer à fonctionner comme avant, c'est-à-dire indépendamment les uns des autres, mais toujours en partenariat. Le deuxième scénario, c'est pourquoi pas, de créer une LPO régionale Nouvelle-Aquitaine indépendante
et à la fois, disons, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, et également une structure régionale indépendante entre la LPO et le CORIF sur la région Île-de-France. Et le troisième scénario, c'était d'organiser une fusion-absorption des associations au sein de la LPO avec la création de 2 délégations régionales, Paris, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, avec une autonomie territoriale, j'insiste, autonomie territoriale. La gouvernance, les moyens humains et les circuits financiers sont clairement identifiés avant de permettre le développement côte à côte des missions nationales et du développement en région. L'ensemble des associations, et je dis bien l'ensemble des associations, ont convenu et fait valider par leur conseil d'administration et assemblée générale respectifs que le scénario numéro 3 était pertinent, viable et donc accepté par toutes les associations. Cela a duré 2 ans et demi. Donc, comment allons-nous nous organiser ? Nous avons travaillé sur un projet de charte de fonctionnement, c'est-à-dire que nous avons pris un règlement, un règlement antérieur, mais qui a été développé, si je puis dire. Et ce projet de charte a été élaboré pour les futures délégations régionales Île-de-France et LPO Nouvelle-Aquitaine. En Île-de-France, nous sommes partis sur la création d'un comité régional constitué de 15 élus parmi les adhérents, qui a pour mission d'impulser la dynamique régionale, préciser les orientations politiques dans le cadre des programmes et budgets et les orientations nationales. En Nouvelle-Aquitaine, comme le territoire quand même est beaucoup plus important, vous savez que la Nouvelle-Aquitaine, c'est quasiment, c'est la superficie de l'Autriche, donc vous imaginez. Comme nous voulions garder quand même une identité forte et d'être très proche de nos adhérents, de ne pas concentrer, si vous voulez, notre activité sur un seul lieu, c'est-à-dire à savoir la LPO France, enfin Rochefort, pour préciser. Donc nous avons prévu la création de 3 comités territoriaux, et pas régionaux, qui correspondent aux anciennes régions. Voilà. Et composés chacun de 15 conseillers. 5 conseillers de chaque comité territorial intègrent un comité régional de la Nouvelle-Aquitaine, qui comprend donc de fait 15 élus issus des 3 anciennes régions. Je ne sais pas si vous me suivez, mais tout à l'heure, il y a une diapo qui va vous résumer sous forme schématique les échelles différentes, c'est-à-dire la fusée à plusieurs niveaux. La suite, concernant les comités régionaux au sein de la LPO France, pour chaque délégation régionale, l'Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, un délégué régional est élu et devient de fait administrateur de la LPO France. Et ça, ce n'est pas du tout prévu dans nos statuts. Donc, comme nous n'avions pas assez de travail, nous sommes partis sur une réforme de nos statuts. Voilà. Qui est en cours de rédaction actuellement, et que j'espère que nous pourrons, je ne sais pas, mais les valider avant la fin de l'année. En tout cas, nous nous sommes engagés, nous nous étions engagés vis-à-vis du CORIF, bien évidemment, mais aussi des associations de la Nouvelle-Aquitaine, cette représentation qui est pour nous très importante, c'est-à-dire que le délégué élu par ses compères intégrera directement le conseil, sera élu au sein du conseil d'administration. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau statutaire parce que ce n'est pas encore complètement ficelé. Je ne connais pas les termes exacts, mais on verra de toute façon. Ça fera certainement l'objet d'une assemblée générale extraordinaire. Donc, pour chaque délégation, concernant les salariés, oui. Tous les salariés seront employés par la LPO France et sous la responsabilité du DG. Bonjour à eux. Aucun licenciement, on n'a observé aucun licenciement et les salariés des associations autres que la LPO sont intégrés dans la grille des salaires imposée par la convention collective. Cela dit, il n'y avait pas une grande différence. Pour l'Île-de-France, le comité régional Île-de-France s'appuie sur les équipes de salariés de ce qui deviendra l'ex-CORIF et sur les salariés de l'antenne LPO Paris.
Pour la Nouvelle-Aquitaine, les 3 comités territoriaux s'appuieront sur les équipes de salariés réparties sur les territoires, c'est-à-dire les anciennes régions comme actuellement. Concrètement, je prends la LPO Vienne par exemple. Bien évidemment, ils n'auront plus de statut, ils ne seront plus, comment dire, officiels, si je puis dire, mais on a voulu garder, disons, leur activité au niveau de la Vienne, voire peut-être au-delà maintenant, parce que on n'aura plus de frontières départementales. C'est-à-dire, je pense au département des Deux-Sèvres et je pense au département de la Charente, où nous n'avons pas de représentation officielle, si je puis dire. Ben, voilà. 12 minutes. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme pas une fusée à 2 étages, mais l'ensemble, j'ai pris l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine parce que c'est le plus compliqué au niveau de l'organisation. Donc vous avez les adhérents de la Nouvelle-Aquitaine, vous avez 3 comités territoriaux qui correspondent aux anciennes régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine. 15 personnes seront désignées pour constituer ces comités territoriaux. Ces comités territoriaux vont nommer au sein de leur groupe 5 personnes qui vont rejoindre un comité régional, donc qui sera composé de 15 personnes. Ce comité régional, bon, je l'ai résumé ici, impulse la dynamique régionale, représente la LPO en région, décline les orientations, développe les activités. Et la partie très importante, toute nouvelle pour nous, c'est que le comité régional va élire, enfin nommer, pas élire, parce qu'il n'y a pas de structure juridique, mais va nommer, disons, on a appelé ça un bureau, hein, mais un délégué LPO Nouvelle-Aquitaine, 3 vice-présidents, un secrétaire général, ça après c'est à voir. Et de fait, ce délégué LPO Nouvelle-Aquitaine va intégrer le CA de la LPO France. Au niveau du CORIF, c'est-à-dire la région Île-de-France, mais vous ne prenez que le premier niveau, étant donné que bon, l'implantation territoriale est beaucoup moins importante. La partie en jaune, c'est ce qui concerne, disons, les salariés. Donc, les équipes au niveau de l'Aquitaine, c'est-à-dire l'équipe de la LPO Aquitaine actuellement, l'équipe de la CEPOL et de la LPO Corrèze, enfin non, pas la LPO Corrèze, ils n'ont pas de salariés. Bon, l'équipe de la CEPOL et ensuite l'équipe de Poitou-Charentes, c'est-à-dire de la Vienne, vont être sous la responsabilité de la LPO France, c'est-à-dire sous la responsabilité du directeur général, et en lien direct avec les services adéquats, si je puis dire, animation, études et conservation. Voilà. Et bien, écoutez, qu'est-ce que je peux dire d'autre voilà, vous avez la représentation schématique de l'organisation de nos 2 délégations LPO. Le planning, donc été 2017, consultation des représentants des salariés des 5 associations concernées. Alors, les 5, c'est tous, sauf la Corrèze. La LPO France, bien évidemment, est concernée. Septembre-octobre 2017, réunion des CA respectifs des 6 associations pour valider l'ordre du jour et la convocation aux 6 AGE en fin d'année qui devront statuer sur les projets de fusion. Alors le projet de fusion, vu la complexité, la LPO a fait appel à un cabinet d'avocats spécialisé, FIDAL, à Bordeaux. Et nous avons fait appel également à une avocate avec qui nous travaillons, je ne me souviens plus son nom, mais qui est avocate au barreau de Toulouse, qui est spécialisée dans les affaires sociales. En décembre 2017, vont se tenir les assemblées générales extraordinaires pour chacune des 6 associations au cours desquelles les adhérents seront amenés à se prononcer sur les fusions. C'est là où ce sera important pour vous, où là on arrivera dans la phase définitive. Et janvier 2018, si bien sûr les adhérents des 6 associations correspondantes valident la fusion, en janvier 2018, ces 5 associations vont rejoindre la LPO France. Alors,
Concernant, oui, je l'avais précisé ici, la LPO France donc, a fait appel à un cabinet FIDAL de Bordeaux, M. Anduru, qui est chargé de la rédaction des différents traités de fusion. Je ne vous dis pas, c'est quand même pas facile. Et concernant le chapitre financier, nous avons le soutien, bien sûr, de notre expert comptable, Rémi Martial, de chez KPMG. Pour toute la partie sociale que nous avons également, l'appui de Claire Delage Demeux, qui est avocate spécialisée dans le droit social à Toulouse. Voilà. Écoutez, je voudrais dire merci à tous ceux et à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce rapprochement, au conditionnel, hein, bien évidemment, à condition que ce soit accepté par les adhérents des différentes associations concernées. Voilà, merci à eux, et puis on se retrouvera probablement en fin d'année. Alors, ceci nous amène donc à voter une 8e résolution qui vous est proposée ici. L'Assemblée générale valide le principe, vous l'avez compris, des projets de fusion au 1er janvier 2018 avec les associations Corif, LPO Aquitaine, LPO Corrèze, LPO Vienne et CEPOL. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. 2 abstentions. 3. Ah, c'est contagieux en fait. 3 abstentions. Qui me parle? J'ai pas vu. Alors, je recommence pour être sûr d'avoir bien compris. Qui s'abstient? C'est quoi 2 mains là? J'ai pas compris. J'ai rien entendu. Une voix et un pouvoir, c'est ça? 10 pouvoirs. Il y a quelqu'un qui note? Olivier, tu notes? C'est Jackie qui note? Alors, un pouvoir, un vote ici et un là-bas. D'accord. Donc, 3 abstentions plus les pouvoirs. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a une petite respiration avant de passer. C'est là qu'on voit que les connaissances progressent aussi avec l'éthologie et l'étude des comportements, puisqu'on disait qu'il n'y avait que l'homme qui savait utiliser des outils. On a vu ce qu'il en est. On passe donc au dernier point de cette Assemblée générale, qui est le renouvellement du conseil d'administration. Nous avons donc, pour vous rappeler un peu l'état des candidatures, 8 administrateurs sortants: Bertrand Alliot, Alain Bougrain-Dubourg, Bruno Dubrac, Dominique Chevillon, Philippe de Grissac, Frédéric Malvaux, Quentin Rouy, Michel Terrasse. Nous avons également une démission de Raymond Faure. Je laisserai Alain en dire un mot. Ce qui fait que nous avons donc 9 mandats d'administrateurs pour 9 mandats à pourvoir. Nous avons 3 candidats, donc 6 renouvellements de candidature, c'est-à-dire parmi les sortants, 6 renouvellent leur candidature, et nous avons 3 nouvelles candidatures avec celle de Pierre Maigre, de Frédéric Malheur et de Sandrine Mort, que je vais appeler sur scène. Pendant ce temps, Alain veut dire peut-être un petit mot. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre, les 3 petits nouveaux ?
Je voulais également dire qu'il y a Bruno Dubrac qui s'est retiré, ainsi que Quentin Ruy. Et je voulais vraiment, et pour Bruno et surtout pour Raymond Faure, qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements. J'imagine qu'en Rhône-Alpes, il va nous entendre. Il a des problèmes de santé, il reste extrêmement actif et c'est vraiment un acteur indispensable de l'histoire de la LPO. Voilà. Alors, bien sûr, comme vous connaissez les précédents administrateurs, on se proposait de donner la parole aux nouveaux pour que vous puissiez faire connaissance avec eux, si jamais vous ne les connaissiez pas. Alors, bonjour. Sandrine Mort. Oui. Bonjour, Sandrine Mort. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent déjà dans la salle. J'ai été administratrice pendant pas mal d'années, pendant une dizaine d'années, en Île-de-France, où je me suis occupée de l'enquête hirondelle, de l'enquête moineau domestique, du trafic d'oiseaux également. Voilà, donc je travaillerai toujours, je pense, sur la problématique des oiseaux en ville et aussi sur le trafic d'oiseaux. Et plein d'autres choses aussi. Voilà, donc j'ai fait un petit break de 10 ans pour élever ma fille. Elle a 10 ans maintenant. Je pense que j'ai un petit peu plus de temps pour m'occuper de la LPO. Voilà. Merci. Donc Frédéric Mahler, je suis président du CORIF, on en a un peu parlé là. Et donc ça fait donc quelques années que j'accompagne et participe aux discussions mises en place du processus de rapprochement. Et donc si nous adhérons le vote, donc la majorité des 2/3, le 17 décembre, si je ne me trompe, le 16 ou le 17 décembre, donc j'espère que la nouvelle LPO Île-de-France pourra apporter, disons, sa culture, la culture du CORIF en termes de, en particulier de place des adhérents. Nous, on ne fait pas la différence adhérents bénévoles, parce que bon, tout le monde est un peu au boulot. Et donc dans la définition, enfin dans la direction, le fonctionnement de la future délégation, que ce sera donc. Et c'est un point important. Et d'autre part, à titre personnel, mon domaine de compétence, j'allais dire, c'est aussi les oiseaux des villes, puisque j'ai en particulier coordonné l'Atlas des oiseaux nicheurs de Paris, qui était le premier atlas urbain en France, depuis il y a Marseille qui a suivi. Et on est actuellement dans le travail pour établir 10 ans après le nouvel atlas des oiseaux nicheurs du Grand Paris, cette fois-ci. Donc je pense que là-dessus, je peux apporter quelque chose de ce domaine. Voilà, merci. Merci Frédéric. Oui, bonsoir à tous. J'étais directeur d'une chambre de commerce et d'industrie. Il y a quelques années, donc, avec un groupe d'amis, nous avons initié le retour des vautours dans les Alpes d'Haute-Provence et en particulier dans les gorges du Verdon. Et au niveau hérolté, puisque c'était mon point d'attache professionnel, avec un grand nombre d'autres personnes, dont Philippe Forneron, qui était administrateur pendant très longtemps de la LPO France. Nous avons donc initié la création de la LPO Héros et d'un centre de sauvegarde de la faune sauvage qui accueille actuellement environ 2500 animaux sauvages en détresse par an. Je suis donc président de la LPO Héros depuis 8 ans et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être délégué national donc, de 2013 à janvier 2017. Voilà, aujourd'hui, je souhaite bien entendu m'investir pour la LPO et pour la biodiversité d'une manière générale et plus particulièrement, j'avoue que j'aimerais réfléchir, travailler, faire des propositions, d'une part en ce qui concerne le développement des unités de soins à la faune sauvage en détresse et deuxièmement, j'avoue également que la problématique chasse me semble mériter beaucoup d'attention. Voilà. Merci Pierre. Nous arrivons donc au terme de cette partie statutaire et de l'Assemblée générale. Avant de vous laisser aller voter, je voulais d'abord remercier tous les intervenants de cette journée. Plusieurs sont venus de loin, sont venus partager du temps avec nous, gracieusement. Donc je voulais qu'on les remercie, ainsi que les partenaires de cette journée, mais aussi les personnes qui nous ont accueillis ici au Centre Beau Séjour de Châtelaillon-Plage, et notamment Madame Armelle Molina, je ne sais pas si elle est dans la salle, merci à elle. On peut l'applaudir. Elle nous a beaucoup aidés.
Et enfin, je voudrais remercier surtout les équipes qui ont préparé tout ce travail du congrès, de l'Assemblée générale, du rapport d'activité. Ce sont notamment Jean-Michel Brun, vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a récompensé avec le Macareux d'or qui est là-bas caché et qui envoie les diapos. Ce sont des salariés de la LPO qui sont très impliqués dans cette organisation, avec notamment Anaïs, Clémence et Clotilde, qui n'est pas là, mais Anaïs et Clémence sont là. Je ne sais pas si elles sont dans la salle. Et enfin, je voudrais vraiment remercier Olivier Denoux, qui se cache encore là-bas. C'est le secrétaire général exécutif. Montre-toi, Olivier. C'est mon tandem pour le secrétariat général et pour bien d'autres choses, parce que je sais qu'avec Michel, il fait un travail formidable aussi. Donc vraiment, Olivier, c'est un garçon très discret, d'une grande fiabilité. Merci à toi pour nous aider autant, de manière aussi fiable. Et un tonnerre d'applaudissements pour Anne-Marie Ducroux, secrétaire générale de la LPO. Merci à tous. Donc, vous pouvez aller voter tranquillement. Je crois que je n'ai pas de consigne. Je vérifie auprès de tous mes chefs, parce que j'en ai plein. Je pense qu'il n'y a pas de consigne particulière. C'est dans l'entrée que ça se passe. Donc, votez bien sûr. Et on se retrouve à 18h30 vers les bus pour partir vers de nouvelles aventures, plus détendues cette fois.